Jean-Éric Brana, bonjour à vous. Bonjour Steve Nadger, toujours un Merci. plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Vous êtes Jean-Éric Brana, politologue, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université de Paris 2 Assas. Vous êtes notamment l'auteur d'une récente géopolitique des États-Unis, publiée aux éditions, aux presses universitaires de France. Donald Trump a organisé hier une conférence de presse en Floride, marquée, sans surprise, par des attaques au vitriol contre son adversaire démocrate à la présidentielle Kamala Harris, mais aussi marqué par une vision très sombre de l'Amérique et de la période. Je cite Donald Trump: « Nous sommes très près de la Troisième Guerre mondiale. C'est l'époque la plus dangereuse que j'ai connue. » Jean-Éric Brana, en quoi cet alarmisme peut être favorable à Donald Trump et susciter une plus large mobilisation électorale en sa faveur en novembre ? Oui, c'est des discours qu'on n'a pas envie d'entendre, donc forcément on se pose la question, quand on entend chez un homme politique un portrait aussi noir, on se dit qu'il doit se passer quelque chose. C'est justement là-dessus que compte Donald Trump. Il s'adresse à des gens qui ne sont pas intéressés plus que ça par le monde, qui font confiance à leurs hommes politiques pour les protéger, surtout dans un pays qui est normalement assez protégé du monde, même s'il a eu ses faiblesses. Il y a eu Pearl Harbor et le 11 septembre, mais globalement les fracas du monde, on les entend d'assez loin, donc l'idée d'une troisième guerre mondiale, ça fait peur quand même. C'est une vieille ficelle qu'a utilisée Donald Trump à chaque fois qu'il a été mis en difficulté, noircir encore plus le tableau pour se présenter encore plus comme le sauveur. Eh bien, si il va jusqu'à la troisième guerre mondiale et puis jusqu'à la Grande Dépression aussi, c'est pas une petite affaire. La Grande Dépression, souvenons-nous, c'était un chômage à 25%, de la misère dans les rues, de la criminalité au plus haut. S'il va jusque-là, c'est que franchement, il doit se sentir très en difficulté. Avant de revenir sur ces difficultés du moment, face à ce constat, quelle offre électorale propose-t-il à ses électeurs potentiels alarmés par ces discours très sombres ? Alors Donald Trump s'appuie sur la nostalgie qu'il a suscitée. C'est vrai qu'il y a un courant fort aux États-Unis aujourd'hui qui explique qu'il est le meilleur pour l'économie et que les Américains étaient bien plus riches du temps où il était président. Alors on va le dire tout de suite, beaucoup de gens partagent cette idée-là et certains en sont tellement convaincus que c'était certainement leur situation. Ça permet de poser la campagne de Donald Trump en refermant ensuite assez vite les frontières. Donc il a beaucoup existé pendant 4 ans grâce à la frontière qu'il avait amenée jusqu'à la Maison Blanche avec son mur et son attaque contre les Mexicains qui étaient des voleurs et des violeurs. Tout le monde se souvient de cette partie-là. Depuis 4 ans, il a attaqué surtout Kamala Harris, qu'il a fait appeler la tsarine de la frontière, et en trompant d'ailleurs les électeurs sur son rôle réel à la frontière. Mais ça lui a permis de mettre un climat très inquiétant aux États-Unis sur cette montée justement de l'immigration aux frontières américaines, avec une criminalité qui montrait tout autant en provenance de la frontière. Et à chaque fois qu'il y a eu un incident avec un migrant, vous vous en doutez bien, ça a fait les gros titres, parce que c'était aussitôt repris par les hommes politiques conservateurs et par la presse conservatrice qui appuyait dessus pour inquiéter encore plus. C'est encore le fil que tire Donald Trump dans sa campagne avec l'économie. Sur la criminalité, il va être un petit peu plus embêté parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui a été avocat général en Californie, procureur de l'État, c'est-à-dire ministre de la Justice, et qui a toujours combattu le crime en disant qu'elle serait féroce avec le crime quoi qu'il arrive. Alors là, ça va être un peu plus compliqué que de s'attaquer à elle sur cette thématique. Et en matière de politique extérieure, Donald Trump prendrait plus d'isolationnisme ou plus d'unilatéralisme ? Alors c'est très curieux parce que Donald Trump a l'air de muer en ce moment. C'est vrai que si on écoute son discours, il est toujours sur l'isolationnisme, l'Amérique d'abord. En réalité, le discours, je dis qu'il mue parce que il nous parle pas mal de politique extérieure, notamment avec l'Ukraine, dans lequel il parle désormais d'un interventionnisme américain, avec Israël, dans lequel il explique qu'il sera au plus fort derrière
derrière l'État d'Israël pour le défendre quoi qu'il arrive, avec des attaques contre l'Iran qui sont renouvelées, avec des attaques aussi contre la Chine qui montent en gamme. Donc, je crois qu'on va avoir, si jamais il était élu, un Donald Trump qui sera beaucoup plus impliqué en politique extérieure qu'il ne l'a été avant. Peut-être est-ce aussi parce que si jamais il était réélu, il ne peut plus être réélu une troisième fois, et donc il agirait comme président et non pas simplement dans un but électoraliste pour se faire réélire. Et pour l'histoire, finalement, aussi? Oui, c'est ça. Quand je dis comme président, c'est pour l'histoire, mais c'est aussi se comporter en président. Le président est le commandant en chef de l'armée des États-Unis et le responsable en chef de la politique étrangère, même s'il partage cette responsabilité avec le Congrès et particulièrement la commission Affaires étrangères du Congrès, qui est très puissante sur cette thématique. Mais c'est vrai que son discours là-dessus a quand même changé. Il faut le noter. Jean-Éric Brana, que nous disent les derniers sondages depuis le retrait de Joe Biden? Est-ce que Kamala Harris est en passe de devenir la nouvelle favorite de cette présidentielle américaine? Comme vous y allez, si on savait ça au bout de 2 semaines, ça serait drôlement facile. C'est comme mettre une petite pièce dans la tirette et puis Est-ce qu'il y a une dynamique, au moins? Le petit jouet, oui, bien sûr qu'il y a une dynamique, tout le monde l'a vu. Mais en réalité, on était dans une campagne, on en a déjà parlé en plus sur votre antenne, elle était triste, elle était morne. On avait 2 personnes âgées qui se battaient l'une contre l'autre, et c'est pas leur faire offense que dire qu'ils sont âgés. 78 et 81 ans, c'est plus tout jeune. Et c'est vrai que c'était des noms d'oiseaux, et ça avait viré à la violence politique toxique, insupportable. Personne n'aime ce type de campagne, et 75% des Américains le disaient. On ne veut ni de Joe Biden, ni de Donald Trump. Alors bon, il y en a un qui est sorti du jeu, ça a fait plaisir à la partie de ceux qui l'avaient dans leur camp, en se disant tiens, on prend quelqu'un de plus jeune, de plus frais, de plus gai, de plus lumineux, de plus souriant. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de dynamique avec tout ça? Côté démocrate, on est dans une sorte de remake de 2008. C'est ça, on a remis la machine à zéro, c'est un grand reset, donc c'est reparti. Maintenant, les sondages ne nous disent rien en réalité. Ils nous disent que Kamala Harris a refait son retard, mais pas plus. Les sondages sont en train de tanguer là depuis 2 semaines, en se demandant où ils vont s'arrêter. Ils sont, je vais dire, à 50-50, même s'il y a un petit avantage du côté de Kamala Harris dans la plupart des sondages, pas dans tous. C'est quand même pour l'instant du 50-50. Ce que ça nous dit, c'est que Donald Trump est bien plus solide que certains ne veulent le faire croire actuellement. Ce que je répète, moi, depuis le début de l'année, c'est que 95% des républicains savent déjà qu'ils vont voter pour un républicain, 95% des démocrates savent également qu'ils vont voter pour un démocrate, et qu'en réalité, le match, il va se jouer au centre, sur les 5-6% dans chaque camp, qui s'intéressent moyennement à la politique, qui regardent ça de très loin, qui se disent allez, tous pareil, et qu'il va falloir convaincre. Or là-dessus, Kamala Harris a quand même un avantage supplémentaire, parce que son côté joyeux et lumineux est quand même beaucoup plus attirant que la noirceur que l'on voit du côté de Donald Trump actuellement. Enfin, la Troisième Guerre mondiale, ça attire peu de monde. Hein. Comment l'équipe républicaine a adapté sa campagne et sa communication au retrait de Joe Biden, au profit de Kamala Harris, une femme plus jeune que Joe Biden, donc avec des origines mêlées? Alors, la campagne a totalement disjoncté du côté des Républicains. En réalité, il n'y a pas d'adaptation encore. Il y a un branle-bas de combat, une panique. On voit bien que tout le monde a, comme je disais, a disjoncté. Ça a été des attaques ad hominem, ça a été des attaques sur le fait qu'elle soit femme, donc de la misogynie crasse, faut quand même le dire à certains égards, du racisme aussi qui a été en sortie, des noms d'oiseaux qui ont sifflé dans tous les sens. Enfin, tout ça n'agrandit personne. On a maintenant dans la tête tout ce début de campagne raté. Il va falloir que les républicains se mettent très vite en ordre de marche et fassent des propositions. Ils ne s'étaient pas préparés au retrait de Joe Biden, dont on parlait malgré tout depuis plusieurs mois? Il n'était plus préparé. C'est vrai qu'on en a parlé, même ensemble, je me souviens de ça. On a évoqué que Kamala Harris pourrait être candidate. En mars, elle disait « je suis prête ».
Et à ce moment-là, tout le monde a pensé qu'elle allait se lancer et qu'elle allait remplacer Joe Biden. Là, tout le monde était prêt. Mais plus on a avancé, on y a cru. Et écoutez, moi-même le premier qui l'ait annoncé pendant 6 mois, j'y croyais plus quand c'est arrivé. Et je le dis très humblement, mais comment aurait-on pu y croire? On était à moins de 100 jours de l'élection et tout d'un coup, Joe Biden qui nous disait encore le dimanche non, je ne partirai pas, le lundi nous a annoncé qu'il quittait la campagne. Bien évidemment qu'on a été surpris et que les républicains ont été encore plus surpris que nous puisque eux, ils ont quelque chose à défendre. C'est ça qui a fait que c'est parti dans tous les sens. Je ne doute pas qu'ils vont se récupérer et partir sur une campagne un peu plus classique dans les semaines qui viennent. Kamala Harris, qui a choisi cette semaine son colistier pour la course à la présidentielle. Il s'agit du gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Jean-Éric Brana, qu'est-ce qu'il apporte à Kamala Harris? On peut lire que c'est une sorte de caution de gauche à laquelle pourrait être sensible une partie du mouvement démocrate, notamment ses plus jeunes membres. Est-ce bien le cas? Non, non, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est la propagande de Donald Trump et des républicains qui essaient de nous vendre toute personne qui se trouve au Parti démocrate comme quelqu'un qui serait d'extrême gauche. Il serait pas LFI s'il était en France, je vous le dis tout de suite. Il serait plutôt du côté de chez Monsieur Macron, voilà, pour le situer à peu près, bien au centre, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui a été 12 ans républicain. Pendant ces 12 ans, il a été classé, écoutez bien, 12e homme le plus à droite du Parti démocrate. On fait difficilement plus au centre. Hein. Il avait obtenu un A, un beau A de la part de la NRA, la défense des armes, parce qu'il aime les armes. Il a obtenu un F quand il est devenu gouverneur parce qu'il a dit oui, mais je voudrais interdire les armes d'assaut. Mais tous les démocrates depuis 2016 ont obtenu des F, donc on va garder le A en se disant que quand même il l'a dans un petit coin. Non, non, c'est quelqu'un de très centriste. Pour la plupart des démocrates, il est même très à droite, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'un milieu rural, du milieu des États-Unis. Cette Amérique dont je parlais tout à l'heure, là, ces indécis qui voient l'Amérique de la politique de très très loin, qui se disent ouais, Washington, c'est leurs histoires, ils font leur petite magouille. Nous, on a notre vie, on va à la chasse, à la pêche, on va faire nos courses. On donne c'est une sorte d'Américain moyen. Ben, ça veut tout et rien dire, américain moyen, mais je veux dire des gens qui vivent leur petite vie tranquillement et qui en demandent pas plus, qui veulent être en paix avec leurs voisins, un petit peu comme j'entendais l'intervenant tout à l'heure qui disait voilà, tout le monde est un petit peu lumineux et c'est tous ensemble qu'on arrive à faire société. C'est ça en fait, Tim Walz, c'est quelqu'un de simple qui vit sa petite vie. Gouverneur du Minnesota presque par accident et il a dit lui-même qu'il fallait faire qu'un seul mandat. Finalement, il en fait un deuxième. Voilà, bon, il a pas d'ambition politique particulière. Quand on lui a dit qu'il pourrait être vice-président, il a dit oh là là, mais pas moi. Et finalement, il s'est laissé amener parce que c'est quelqu'un qui veut servir son pays et qui le sert jusqu'au bout, tout comme quand il a été prof ou quand il a été coach de foot ou quand il a servi dans l'armée. C'est un brave type, on dirait. Pourquoi voilà, lui plus que Josh Shapiro, dont le nom avait également été avancé comme possible colistier de Kamala Harris? Moi, je vais être très clair, je n'ai jamais cru à Josh Shapiro. Je crois que Josh Shapiro était un leurre qui permettait justement d'attirer tout le monde sur ce nom-là pour pas regarder ce qui se passait à côté. Vous savez, viser l'élection présidentielle juste en visant la Pennsylvanie, c'était insuffisant. Se dire, on va assurer les 19 grands électeurs de la Pennsylvanie et puis voilà. Non, déjà parce qu'il y a des problèmes au Michigan ou dans le Wisconsin avec le mouvement Uncommitted. On va y venir dans un instant. Il y a eu, bien sûr, parce que Josh Shapiro aurait fait chou blanc en Géorgie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte? Il avait rien à apporter non plus en Arizona ou dans le Nevada, qui sont également des États clés. C'était évidemment pas le bon choix. Et parler aujourd'hui du fait qu'il n'ait pas été choisi parce qu'il était juif, c'est une absurdité. C'est faire croire que Kamala Harris apporterait un antisémitisme dans cette campagne, qui n'est bien sûr pas le cas. Rappelant qu'elle est mariée à un juif. Donc c'est exprimé tout à l'heure. On l'a entendu d'ailleurs sur l'antisémitisme. Très bien. Jean-Éric Brana, de l'autre côté du miroir, côté républicain, J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, a multiplié les bourses ces dernières semaines. Est-ce qu'il est devenu le maillon faible de la campagne républicaine? Alors là, pour corriger aussi le tir, il les a pas multipliés ces dernières semaines. Ce sont des vieilles déclarations qui ont été ressorties du tiroir, comme on fait toujours en campagne électorale. C'était
à la fois déloyale mais drôle, parce que c'est vrai que tout le monde a beaucoup ri avec ces histoires, notamment sur les chats. Je veux dire, voilà, ça va rester dans la campagne. On pourra plus voir un chat sans penser que J.D. Vance est disqualifié dans cette campagne. Ça fait partie de ces bêtises qu'on peut dire un jour dans sa vie, dans la vie politique, et qu'on traîne ensuite à vitam aeternam. C'est vrai que J.D. Vance désormais n'est plus le bon pour être à côté de Donald Trump. Ouais. Un début de meeting de Kamala Harris dans le Michigan en début de semaine a été perturbé par des militants pro-palestiniens qui accusaient l'administration Biden de complicité, je cite, avec un génocide israélien à Gaza. Qui compose ce mouvement pro-palestinien Uncommitted dont vous évoquiez le nom il y a un instant, Jean-Éric Brana? Alors, il y a deux grandes parties, ou plutôt trois. Il y en a, c'est un groupe d'extrême gauche qui veut mettre la pagaille, on va dire ça comme ça. On les a vus notamment dans les meetings de Biden déjà, ils ont fait la même chose. Ils sont intervenus. Il y a un groupe de gens convaincus qui sont d'origine arabes, des arabo-américains, qui sont blessés, eux, dans leur chair parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans cette guerre. Il y en a qui ont de nombreux morts dans leur famille, il faut quand même le dire. Et donc, ils vivent très mal cette guerre et l'engagement américain aux côtés d'Israël. Et qui viennent principalement du Michigan ? Oui, c'est dans le Michigan surtout qu'on trouve la plus grosse population, notamment autour de Dearborn, c'est assez clair, où il y a eu un vote à 57% contre Joe Biden, juste sur cette ville. Donc là, il s'agissait de montrer leur mécontentement. Et puis, il y a un troisième groupe qui sont des jeunes qui désormais ne veulent plus être rangés derrière un parti politique. C'est vraiment le gros du mouvement Uncommitted, et qui veulent travailler sur des grandes questions, ou plutôt être ralliés sur des grandes questions. Mais il n'y a pas que celle-là qui les intéresse. Il y a également le climat, l'inclusion, l'avortement. Et donc, Kamala Harris arrive à leur parler assez facilement. Elle a des contacts d'ailleurs avec eux de façon assez claire. Dans la deuxième catégorie, les arabo-musulmans, on trouve le maire de Dearborn, Abdullah Hammoud, qui est un politique. Donc, il arrive à leur parler et à continuer à parler avec l'administration en place, même si lui, il est plus proche des Verts. Il est très proche de Jill Stein, qui est candidate également dans cette campagne. Et la question se pose de savoir ce que va faire Jill Stein dans cette campagne, puis souvenons-nous, on l'a accusé d'avoir fait échouer Hillary Clinton dans le Michigan. Ils sont plus écoutés par Kamala Harris que par Joe Biden? Ah oui, ils sont plus écoutés, mais Kamala Harris a un avantage là-dessus, c'est que elle traverse plusieurs cultures, et donc elle a toujours baigné dans cette idée que le multiculturel et le multiconfessionnel faisaient partie de la société. Et donc, le vivre ensemble est quelque chose qui lui parle de façon physique, j'ai envie de dire. C'est sa construction. Écoutez, ses parents étaient déjà différents. L'un était jamaïcain et l'autre était indienne. Donc, dès le départ, c'était différent. Ils étaient de deux religions différentes. L'un était baptiste et l'autre était hindou. Donc, c'est vrai que tamoul, pour être précis, et c'est vrai que elle arrive à parler à ces groupes-là parce que justement la différence faisant partie de son être, elle la comprend, elle l'accompagne. Ça veut pas dire qu'elle leur donne tout, hein, et on a vu, elle a protesté quand ils ont protesté en disant écoutez, je parle, beaucoup de fermeté d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Vous restez dehors, on parlera plus tard. Et d'ailleurs, elle a annulé une rencontre qu'elle avait avec eux. Elle s'est montré les limites. Et peut-être qu'ils avaient besoin de ça aussi. Hein. Je crois qu'à un moment, on le dit toujours, hein, il faut aussi savoir montrer les limites et dire ce qu'on est. Être politicien veut pas dire mentir, veut pas dire faire du populisme à tout crin. C'est aussi dire des choses et dire où on en est. Là-dessus, elle a été très claire. Elle reste très fortement derrière Israël. Elle l'a répété encore aujourd'hui.
et les livraisons d'armes en particulier, qui sont le problème qui agite ces jeunes, se feront tant qu'Israël en aura besoin. Alors c'est justement ce qu'a souligné le conseiller en matière de sécurité nationale de Kamala Harris, Phil Gordon, qui a démenti que la candidate démocrate ait pu envisager de réfléchir à un embargo sur les armes destinées à Israël. Quelle place tient cette question dans le débat interne démocrate ? Écoutez, si vous avez parlé avec Gordon, si vous avez écouté, vous savez tout de Kamala Harris. C'est lui, sa conscience à l'international. En réalité, si on veut savoir ce que pense Kamala Harris, on écoute Gordon. C'est lui qui construit son tempo international, j'ai envie de dire. Et effectivement, c'est très clair pour lui comme pour elle. Donc, Israël est une puissance qui doit être défendue dans la région. C'est ce qui est attaqué, qui a le droit d'exister, et les États-Unis resteront fermement derrière Israël. Dans quelle mesure la crise au Moyen-Orient et le risque d'escalade entre Israël, le Hezbollah et l'Iran pourraient perturber et influer sur la suite de cette campagne présidentielle américaine suivie par le monde entier ? Quasiment pas. Quasiment pas en réalité. C'est vrai qu'il y a le mouvement Uncommitted, mais il a beaucoup dégonflé depuis que Biden n'est plus là. C'est Biden qui était visé. Alors on aurait pu craindre et penser que le fait que Kamala Harris soit dans le gouvernement, ça joue, mais en réalité, elle n'a pas de rôle. Un vice-président, vous savez, c'est quelqu'un qui attend. Elle avait des dossiers, mais elle n'a pas de rôle technique, même si on la voit à chaque fois dans la Situation Room, qu'elle est préparée à tout, parce que Joe Biden l'a préparée en tant que vice-présidente à occuper la fonction de présidente, mais elle n'est pas présidente. C'est pas elle qui prend les décisions. Et là-dessus, je crois que les votants, les électeurs le savent bien. Donc, je pense que ça jouera pas. Aujourd'hui, ça va vraiment être sur cette dynamique qui monte, et c'est un choix de société. Il y a deux sociétés en réalité. Il y en a une recroquevillée sur elle-même, plutôt blanche, et puis il y en a une autre qui est multiculturelle, multiconfessionnelle, qui fait l'Amérique du futur. Et Kamala Harris représente, elle est à la croisée de tous les chemins là aujourd'hui. Toutes les étoiles se sont alignées pour elle, et c'est maintenant ou jamais. Une dernière question, Jean-Éric Brana. On lit depuis 48 heures que l'Iran aurait renoncé à attaquer frontalement et sévèrement Israël après l'élimination, toujours non revendiquée par Israël, d'Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas à Téhéran. Dans quelle mesure la dissuasion américaine a été effective selon vous sur ce qui semble être la décision de modération relative des Iraniens, en tout cas dans les modalités d'attaque qu'ils pourraient choisir contre Israël ? Ouais, on va apporter une nuance quand même, parce qu'on lit ça et son contraire. On lit également que l'attaque pourrait avoir lieu la semaine prochaine, puisqu'il y a une fête religieuse. Et on dit que c'est plutôt du côté du Hezbollah que de l'Iran directement. C'est un peu la certitude. C'est un peu flou tout ce qui se dit, mais en réalité, il n'empêche que il est vrai que la diplomatie américaine est très active actuellement dans la région, et on l'a vu dès les premières minutes. Blinken est intervenu, le patron de la CIA, mais en même temps, le patron de la CIA était déjà sur place. Il avait discuté avec le patron du Mossad la veille, donc on s'est demandé si les Américains étaient au courant, s'ils y étaient pour quelque chose. Enfin, c'était là aussi les infos. Moi, je les ai pas. Sur la sécurité nationale américaine et israélienne, je vous avoue que je suis pas dans le secret des dieux. Mais on doit reconnaître que la diplomatie américaine a été sur tous les fronts là. On a entendu tout le monde qui est monté au créneau en demandant à ce qu'il n'y ait pas de réplique. Mais c'était déjà la même chose en avril. Il y avait aussi une volonté qu'il n'y ait pas de réplique. Finalement, il y en avait une qui n'était pas vraiment une, en disant que Israël devait se contenter d'avoir une victoire puisque ce n'était pas une défaite. On est dans un poker menteur en ce moment, avec l'idée qu'il faut surtout pas que la région s'embrase. Donc on va espérer et puis attendre à la fin de la semaine prochaine en espérant qu'il ne soit rien passé. On l'espère aussi avec vous. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis et que vous enseignez à l'université Paris 2 Sorbonne. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Géopolitique des États-Unis, publié aux Presses universitaires de France. Très bel été à vous. Merci.